Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Émilie, Salut Clémentine. merci d'être là aujourd'hui pour un sujet super important et je suis très contente d'en parler avec toi. Enfin, il y aura plein de sujets, je pense. Avant de rentrer dedans, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux? Oui, je m'appelle Émilie. J'ai bientôt 39 ans. Je suis une fille d'avril. Je suis bélier ascendant cancer. Ça Donc parlera à certaines personnes. voilà, c'est ça. Donc j'ai le côté très dynamique et le côté plus sensible et posé. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Nina et qui a 4 ans et demi, en couple avec un homme qui est franco-péruvien. Et dans mon ancienne vie, j'étais humanitaire, donc je partais faire des missions à l'étranger. Et puis, il y a environ 3 ans, j'ai décidé de changer de vie. Et aujourd'hui, je suis thérapeute à Villeurbanne, puisque je suis lyonnaise, on va dire. Et j'accompagne les femmes et les enfants qui ont des problématiques de angoisse, stress, je me sens mal dans ma peau, etc., bah, à se libérer, à se sentir bien, comme je dis, dans leurs baskets ou leurs escarpins. Ok. Il y a plein de questions qui me viennent avec tout ce que tu viens de dire. Je vais reprendre dans l'ordre. Pourquoi tu as changé, t'as voulu te changer de job Ouais. humanitaire? Euh, c'est marrant, mais je trouvais plus assez de sens. Pour des gens qui ont bossé que dans des entreprises, souvent ils font comme tu viens de faire, des grands yeux, genre quoi. En fait, j'ai adoré travailler sur ce qu'on appelait nous le terrain, donc à l'étranger. Mais sauf que quand j'ai rencontré donc Javier, mon mec, bah, lui il fait pas du tout ça. Donc ça devenait compliqué. Donc j'ai commencé à bosser plutôt ce que nous on appelle dans notre jargon en siège, donc bah, à Lyon. Je travaillais pour Handicap International, puis de temps en temps je voyageais. Et en fait, je travaillais beaucoup avec les équipes à distance, donc en fait tout le temps en visio, c'était loin et de temps en temps je me déplaçais. Donc déjà, j'avais l'impression de plus trop être proche des gens que j'accompagnais. Et je crois que ma dernière mission, ce que j'appelle mission terrain, donc une visite, je suis allée en Ouganda. Et en fait, c'était des pays où, alors celui-là pourtant c'est pas le pire, mais en fait on était vraiment, moi je travaillais dans le côté urgence, donc là où c'était catastrophe naturelle, conflit, etc. Et c'était tout le temps, on construisait des trucs et ça se cassait la gueule. Et on reconstruisait et ça se cassait la gueule. Et là, j'ai dit, c'est plus possible. J'ai Ouais. plus la patience, je sens que ça m'abîme, j'ai envie d'aller accompagner les gens plus près, en fait, de les connaître vraiment. Ok. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, quand tu as dit que ça n'avait plus de sens, j'ai écarquillé les yeux. Mais en fait, ça rappelle que le sens est différent pour chacun Mm. aussi, et que ça peut être donner du sens sur le papier, mais pas forcément intérieurement. C'est ça. Intéressant, ok. Et ça a effectivement, pour le coup, du sens avec ce que tu fais maintenant, d'accompagner Oui. les femmes et les enfants. Et donc, t'as dit que tu accompagnais les femmes et les enfants. Je suppose que Ouais. c'était un choix de d'accompagner que les femmes et les enfants. Oui, au début, j'ai accompagné d'ailleurs que les femmes parce que j'ai une spécialisation notamment en périnatalité. Donc, infertilité, voilà, maternité, grossesse. Et les enfants, j'en avais envie, mais je flippais. Ouais, je flippais et peut-être j'étais pas assez connectée à moi, à mon enfant intérieur, ou bah, quand on réapprend un nouveau métier, il y a tout le temps des nouvelles choses, mais en fait c'est venu à moi. C'est-à-dire que même quand j'ai enlevé, tu vois, c'est rigolo, sur ma plateforme de rendez-vous, j'ai enlevé le rendez-vous enfant et les gens ont quand même pris rendez-vous avec moi. Donc je me suis dit, bon, à un moment, faut suivre les signes de Ouais. l'univers et j'y suis allée et je fais les deux maintenant. Ok. Et je suis quelqu'un de, on va dire oui, très féministe. Et donc après, c'est pas que je refuse d'accompagner les hommes. Si j'ai un homme qui prend rendez-vous avec moi, il y a aucun problème. Mais je pense que j'attire pas les hommes et je comprends pourquoi. Je dis que tu es très féministe. Mon grand sujet du moment, mes lectures du moment, c'est comment on est mère et féministe en même temps. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ton féminisme, il a changé en devenant mère? Je pense qu'il s'est renforcé. Ok. J'ai toujours eu un peu cette fibre-là, je dirais. Mais en devenant mère, en plus d'une petite fille, Ouais. ça a explosé, Mhm. on va dire. Et peut-être aussi, on va dire qu'on est sur une période où on en parle beaucoup plus, donc peut-être que ça a aussi joué. Mais vraiment, ça s'est augmenté parce que bah, j'ai pas envie que ma fille, elle vive dans ce monde-là. J'ai pas envie qu'elle vive certaines choses que moi j'ai vécues. Enfin, vraiment.
Ouais, j'ai envie de la protéger de tout ça et en même temps, je pourrais pas forcément, mais du coup, j'ai envie que le monde change, quoi. Ouais. Comment tu... parce que j'ai ce truc-là aussi, moi j'ai deux filles, donc c'est aussi exacerbé par ça. Et il y a plein de fois où je me dis j'ai envie de les protéger, en même temps le monde change pas forcément aussi vite que ce qu'on voudrait. Tu vois, je pense, l'autre jour, on a eu une discussion avec des amis et on parlait d'une enfant qui connaissent qui est ado. Et on parlait de comment, en tant que féministe, tu laisses sortir ta fille habillée entre énormes guillemets trop court. T'as Mhm. envie de la protéger, mais en même temps, t'as envie de lui dire que c'est son corps et qu'elle fait ce qu'elle veut. Tu vois? Et du Ouais, coup, on était en train de se dire, mais comment on fait? Après, je me suis dit, bon, ma fille a 3 ans, j'ai le temps. Mais tu vois, c'est des trucs, je me dis, c'est super dur de. Il y a ce que t'aimerais faire et puis tes peurs qui te rattrapent aussi, je pense. Mais... complètement, ouais. Moi, je suis un peu comme toi. Je me dis pour l'instant, chaque chose en son temps. Je fais, elle a 4 ans et demi, donc je fais les choses que je peux faire pour une enfant de 4 ans et demi. Et petit à petit, quand ça arrivera, je me poserai les questions ou je demanderai à des gens qui sont plus avancés que moi, tu vois. Effectivement. Comment t'as vécu ces premiers mois en tant que maman quand t'as eu ta fille? Ça a été assez dur. Il faut savoir que nous, pour avoir notre fille, on est passé par un parcours de PMA. Hmm. Euh, alors, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je dirais que c'est assez court par rapport aux moyennes, parce que nous, ça a pris 2 ans et demi pour l'avoir. La Hmm. moyenne, c'est plutôt 4 ans, tu vois. Donc, on avait plutôt, entre guillemets, de la chance. Mais bon, quand t'es dedans, ça paraît interminable. Donc déjà, je pense que j'avais été quand même très fatiguée, entre guillemets, abîmée un peu par la PMA, même si j'ai quand même fait des pauses et tout ça. Et moi, ma fille, elle est arrivée pendant le Covid. Enfin, elle est née à l'été 2020, Ok. donc en plein, quand même plein Covid. Et toute la première année, on n'avait aucun soutien parce que ma belle famille n'est pas du tout en France. Et ma famille, moi, mes parents, ma mère était, elle avait des problèmes de dos, elle pouvait pas du tout trop venir nous aider, etc. Et en plus de ça, je faisais ma formation de sophrologue en parallèle. Parce qu'en fait, je suis Ah oui. tombée enceinte en même temps que je commençais ma formation. Donc déjà, charge de travail, charge mentale, etc., tout a explosé. Et puis ma petite, elle a mis très longtemps à dormir. Donc voilà, elle se réveillait beaucoup la nuit, à être beaucoup sur moi la journée. Comme aujourd'hui, je me dirais, bah oui, bon, c'est comme beaucoup de bébés. Mais entre tout ça à l'époque, c'était dur. Je pense que vraiment, moi, je le dis souvent déjà, j'ai mis 6 semaines à vraiment comprendre où j'étais, ce qui se passait. Et j'avais le lien avec elle, c'était pas ça le problème, mais c'était plus un peu prendre confiance en moi, savoir quoi faire, etc. Puis après, il y a eu le cap des 3 mois, puis après, il y a eu plein de caps. Mais le début, quand même, je trouve que ça a été dur. Et le fait qu'on soit parfois confiné, qu'il y ait des trucs comme ça, je me suis sentie un peu seule quand même. Ouais, c'était très incertain comme période en plus. Ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as fait pour un peu briser justement cette solitude ou est-ce que tu as l'impression que tu as fait quelque chose en particulier pour justement un peu sortir la tête de l'eau et mieux apprécier ces premiers mois? Bah, tu vois, si on en revient au féminisme, etc. Alors, elle avait déjà quand même presque 2 ans, 1 an et demi. Ouais, Mais à 1 an et demi, j'ai fait un gros épuisement et je me suis dit, bon, là, il faut que j'ai été arrêtée un mois, donc c'était pas un truc énorme, mais quand même. et là, j'ai dit à mon mec, il faut qu'on change des trucs, en fait. Faut qu'on change des trucs dans la répartition des tâches ménagères. On n'avait pas un truc hyper déséquilibré, mais quand même, ça l'était. Et on a fait un truc qu'en plus, lui me réclamait, mais qu'on n'avait jamais mis en place. On a listé les tâches. Donc, on a fait toute la liste des tâches et on les a réparties. Donc, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et déjà, ça m'a enlevé énormément de choses. Ça m'a vachement aidé. Apprendre aussi, bah, évidemment, quand j'ai commencé à me former à la sophro, c'est quand même des formations, tu travailles beaucoup sur toi pas entre guillemets des mathématiques quoi. Ouais. Et donc apprendre à demander de l'aide aussi, prendre confiance en moi, lâcher prise, même si j'aime pas trop ce mot, donc plutôt accepter que des fois ça tourne pas exactement comme on veut. Je dirais tout ça. Ouais, ok. Est-ce que tu peux donner des exemples de tâches que vous avez listées? Parce que bon, souvent on pense oui à la vaisselle, le ménage et la cuisine, mais en fait il y en a Mm. une tonne de tâches. C'est quoi Ah les... ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de tâches que vous avez listées et où tu t'étais même pas rendu compte qu'en fait c'était une charge? Ouais, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand on a listé au début, lui en nombre d'heures, parce qu'on a essayé de pondérer en nombre d'heures, il faisait plus. Mais moi j'avais plein de petites tâches qui prennent beaucoup de charge mentale, Hmm. type beaucoup liées aux enfants, à notre fille, gérer les vêtements, gérer l'école, bah, où à l'époque c'était la nounou, les médicaments, les rendez-vous médicaux, tu vois, tous ces trucs-là, qui sont peut-être moins souvent, ou ça dépend, mais en tout cas, c'est beaucoup dans ta tête, ça tourne, il y a des deadlines, alors que lui, il avait ses grosses tâches qu'il peut faire, ça lui prend, oui, plus de temps, et on a pondéré ça, du coup. Ok. Ah, vous avez fait un tableau croisé dynamique hyper Limite, on a un Excel, c'est vrai qu'on a un Excel. parfait. Ouais, c'est intéressant de voir ce.
Effectivement, tout ce qu'on fait un peu automatiquement sans y penser, mais qui en fait laisse des fenêtres ouvertes dans le cerveau, quoi. Ouais. Ouais, ok. Quel modèle de famille t'avais imaginé avant d'être mère? Alors, je j'ai pas trop imaginé dans le sens où nous, au début, on savait pas trop si on voulait un enfant, puis on s'est dit, bon, on en a envie. Mais donc voilà, on était plus, on est dans le flow. Mais quand même, je pense que comme je suis très influencée, comme beaucoup de gens par la société, dans ma tête, c'était un peu la famille nucléaire, deux parents, deux enfants quand même. Tu vois, Mm. c'était plus ça que je me disais. Ouais, j'aurais dit ça. Ok. Et cette vision-là, elle a changé? Bah oui. Bon, déjà, je pense que clairement, faire un enfant par un parcours PMA, c'est quand même pas exactement pareil que faire un enfant, un bébé couette, là, comme on dit. J'avais jamais entendu ça. Ouais, si. Ou un bébé naturellement, tu vois. Là, tu fais un bébé médical, entre guillemets. Et ça a changé parce qu'en fait, moi, je me suis beaucoup posé la question les premiers temps, est-ce que j'ai envie d'un deuxième enfant? Mon mec, assez vite, quand même, il a dit que lui, il avait pas envie. Ok. Mais ça a jamais été, il a jamais dit genre c'est niet, c'est sûr, c'est non. C'était plus franchement, j'en ressens pas l'envie. Moi, les premières années, les deux, trois premières années, je me posais toujours la question, je me fermais pas du tout la porte. Et petit à petit, plus elle grandit, plus nous on retrouve un équilibre, plus on se sent bien, on se dit bah en fait on est hyper bien avec ce schéma-là. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux, qui est moins bien, mais nous c'est ce qui nous correspond. Et aujourd'hui on se dit bah on n'aura qu'une enfant quoi, et c'est hyper ok pour nous. Mm. Euh, Et je le sens pas comme un renoncement. Enfin voilà, pendant longtemps, je me fermais pas la porte. Et même encore aujourd'hui, en vrai, si dans 5 ans, en même temps, j'ai quand même déjà 39, donc voilà, il y aura aussi des limites physiologiques. Mais si dans 3 4 ans, je me disais, je veux un enfant, ok, pourquoi pas, on verrait, on y réfléchirait. Mais le fait d'être devenue mère à 34 ans, le fait que, en fait, on est tous les deux indépendants, on a des boîtes à côté. Je pense aussi qu'on est deux personnalités qui ont besoin de temps perso. Ouais. On a aussi besoin de temps de couple. Et en fait, caser tout ça avec une enfant, déjà, c'est un peu chaud. Mais alors, on se dit, avec d'autres enfants, c'est mort, quoi. C'est clair, c'est clair. Est-ce que, parce que comme tu l'as dit, l'image dans la société, c'est deux parents, deux enfants. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu de la pression, justement, de l'entourage, tu vois, Mm. ou de un peu, ouais, des injonctions reçues sur quand est-ce qu'il arrive ce deuxième enfant? Ouais. L'entourage proche, donc nos familles, nos parents, non. Ouais. Bon, déjà, ses parents, ils sont à l'autre bout du monde, donc de toute façon, c'est trop, on n'a pas trop de pression là-dessus. Et mes parents, non, pas du tout. Je pense que si on faisait un deuxième, ils seraient très contents. S'il n'y en a qu'une, enfin voilà, ils s'en fichent. Par contre, bah, on me demande hyper souvent. Un peu moins maintenant, peut-être que comme je vieillis un peu, voilà. Mais quand elle était plus petite, on me demandait tout le temps, est-ce qu'il y aura un deuxième? Et quand je disais, bah non, c'est pas sûr. Ah bon, mais pourquoi? Puis avec des phrases qui peuvent être hyper culpabilisantes, du genre, bah elle va s'ennuyer, la pauvre, elle connaîtra pas ce que c'est d'être dans une fratrie. Et puis quand vous allez vieillir, elle va être toute seule pour s'occuper de vous. Enfin, tu vois, des choses très, ouais, hyper culpabilisant. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, ça m'a beaucoup posé question, ce sujet. Ouais. Vraiment. Et même encore maintenant, hein, parfois, parce que ma fille, elle a un côté où jouer toute seule n'est pas du tout un problème. Elle peut passer 1 heure et demie à jouer au Playmobil dans sa chambre, mais elle est hyper sociable. Elle a des tonnes de copains à l'école, elle adore voir du monde. Donc après, on y fait attention. On la fait voir du monde. Voilà, dès qu'elle nous demande, on essaye de faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup posé question, est-ce que je fais le bon choix, quoi. Et en Mm. même temps, je peux pas faire un enfant pour faire plaisir à ma fille. Non, clairement pas. Voilà, Je lui lâcher un lapin dans ces cas-là, mais. c'est ça. Puis c'est pas elle qui va s'en occuper, qui va se Ouais. lever la nuit, qui va l'éduquer. Donc en fait, voilà. T'as des frères et sœurs, toi? Moi, j'ai ouais, une sœur et un frère. Ouais. Une Du grande coup, sœur qui a 10 ans de plus que moi. Et mon petit frère, c'est mon petit frère adoptif. Il a 3 ans de moins que moi. ok, ok. C'est fou parce que ces remarques de elle va s'ennuyer ou enfin, elle va être toute seule pour s'occuper de vous et tout, c'est vrai, enfin, c'est vraiment des mythes infondés, quoi. Puis des fois, de gens pas du tout proches, hein, des gens que je connaissais vraiment pas beaucoup qui viennent s'immiscer là-dedans et t'es là, mais je t'ai rien demandé. Bon, on sait de toute façon, la maternité, c'est tout le temps ça, hein. On te donne des injonctions, des conseils non sollicités, mais là, t'es là, mais on parle quand même de faire un enfant, de mettre un être vivant au monde, toute la responsabilité que ça implique. Je vais pas le faire juste pour faire plaisir aux gens ou à la société, quoi. C'est clair, ouais. Comment tu réagis quand tu as ce genre de phrase? T'as l'impression de devoir te justifier? Avant, je me justifiais. Franchement, ouais, avant, je me justifiais un petit peu. J'étais un peu mal à l'aise, je pense, parce que justement, comme moi, je me sentais encore un peu coupable. J'étais pas hyper à l'aise avec ce choix, on va dire. C'était pas hyper facile. Alors,
Des fois, j'ai des phrases dans ma tête, je les dis pas parce qu'elles sont un peu trash, tu vois. Parce que comme moi, j'accompagne le trauma. Donc, j'ai des trucs horribles et des fois des trucs horribles qui peuvent se passer entre frères et sœurs, tu vois. Donc, des fois, j'ai envie de dire un truc hyper trash, genre, bah ouais, mais elle pourrait avoir, voilà, un frère incestuel ou tu vois, des trucs comme ça. Je ne le dis évidemment pas parce que c'est quand même un peu trash. Mais je dis que il y a pas, je crois que je me justifie pas, mais je dis qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas un modèle. On peut être enfant unique, super bien le vivre. Je sais qu'on peut être aussi enfant unique et pas bien le vivre. Je connais des exemples autour de moi, mais à l'inverse, j'ai aussi des fratries, je sais qui s'entendent pas. Euh, je vais pas mentir, quand on a des copains qui ont deux, trois enfants, quand je vois comment c'est entre eux et tout, ça a l'air hyper chouette. Tu vois, c'est pas du tout un truc où moi je me dis, ah, au secours. Ouais. Mais dans notre histoire de vie, probablement que si on n'était pas passé par la PMA, peut-être que voilà, si ça avait été plus vite, peut-être qu'on aurait eu un deuxième enfant, j'en sais rien. Mais voilà, je me dis que dans notre histoire de vie aujourd'hui, bah, c'est ça qui est juste et je suis OK avec, quoi. Que je crois que je répondrais plus à un truc du genre, bah, nous, c'est notre choix et c'est comme ça et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. De toute façon, on a un enfant unique, on nous fait des remarques, mais on en a trois ou quatre, on nous dit qu'on en a trop. C'est clair. Quand il y en a deux, est-ce T'as qu'il va y deux. avoir un troisième? De toute façon, c'est jamais suffisant ce qu'on a. Puis si t'as deux filles, on dit qu'il faut en faire un troisième pour avoir un garçon. Voilà. Parce que bon, que des filles, quand même, c'est pas super. Et mais j'ai aussi des modèles d'enfants uniques autour de moi. Ouais. Alors, c'est plus des gens qui sont séparés, mais qui après ont potentiellement refait leur vie et ont quand même décidé de pas refaire un enfant. Donc, je Mm. pense que ça aussi, ça aide parce que ils sont plus âgés que Nina Ouais. et je vois qu'ils vont bien, quoi, et que ça a l'air d'aller et qu'ils ont pas l'air de se sentir hyper mal, je crois. Par contre, je fais attention, comme je te disais, je fais attention à ce qu'elle se sente pas seule. Ouais. Donc, Oui, oui. bon, nous, on a la chance, on a une fille qui joue beaucoup toute seule, mais quand elle veut qu'on joue avec elle, bah voilà, on prend du temps, on joue avec elle. Comme on est deux aussi pour un enfant, c'est jouable. Et bah tu vois, là, samedi soir, elle a sa première copine qui vient dormir à la maison, quoi. Voilà. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu apprécies dans le fait d'avoir un enfant? Qu'est-ce que tu as l'impression, toi, l'avantage pour toi d'avoir un enfant versus plusieurs? Là, tu viens de dire typiquement, bah, on est deux pour s'occuper d'elle, donc c'est sûrement un peu plus facile. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça où tu te dis, Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est la principale raison d'en avoir qu'un, c'est le temps que ça dégage. Alors, évidemment, c'est mon modèle à moi. Je sais pas exactement ce que c'est d'en avoir deux, mais j'ai beaucoup de copines autour de moi qui en ont deux, donc j'imagine à peu près ce que c'est. Euh, c'est de pouvoir à la fois avoir des moments à trois, on est en famille, etc., mais de pouvoir assez facilement, tu vois, dégager du temps pour qu'il y en ait un qui puisse avoir du temps tout seul et que l'autre bah, passe du temps avec elle. On peut être super présent pour elle. En fait, on peut beaucoup plus, je trouve, modeler nos temps et avoir des équilibres, même pour la faire garder. Faire garder un enfant ou en faire garder deux, trois, quatre, c'est quand même pas la même charge que ce soit par exemple pour les grands-parents. Aujourd'hui, on a la chance, mes parents la prennent pour une grande partie des vacances scolaires. Ils sont pas vieux, mais ils sont pas non plus très jeunes. Si j'en avais deux ou trois, est-ce qu'ils pourraient? C'est pas sûr. Donc c'est du confort sur voilà le temps que ça dégage. Euh, la complicité, alors j'en sais rien parce que je te dis ça et en même temps on a probablement plein de complicité quand on en a deux, mais en tout cas on a une belle complicité, on a beaucoup d'échanges, on passe beaucoup de temps ensemble. Euh, Après, comme je dis, moi voilà, j'ai un modèle qui aussi sait être seul. Donc ça ah ouais, aide probablement parce que c'est pas non plus un modèle qui, comme elle a pas de frères et sœurs, demande tout le temps qu'on soit avec elle. je sais pas si t'as vu ou lu le dernier livre d'Héloïse Junier qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Frères et sœurs. Ah C'est non? vraiment la relation entre frères et sœurs et il y a Ouais, toute une partie sur l'enfant unique. ouais, Et, ok, et dans son bouquin, elle reprend beaucoup de toutes les études en fait sur ben, les relations entre frères et sœurs, les études de QI, de compétences, etc. de chaque enfant selon la place dans la fratrie et tout. ok, Et notamment, elle partage le fait que, ben, alors j'ai plus pas du tout les chiffres en tête, mais ouais, en gros, l'enfant unique, de manière générale, a un QI plus élevé que s'il y avait d'autres frères et sœurs, parce que du coup, ben, comme il est le seul, ses parents Hmm. investissent beaucoup plus pour lui, Ouais. et que bah, plus il y a d'enfants dans la famille, et elle le dit en rigolant, elle dit plus il y a d'enfants, plus le dernier il est bête, quoi. Avec des énormes guillemets, elle le dit Mais en oui, rigolant, mais pour dire, et en fait, elle passe beaucoup de temps dans le livre à justement démonter un peu tous ces mythes de ouais, il va s'ennuyer, ça va être un enfant roi, il va pas être... ouais, Voilà, et il est assez intéressant, c'est assez intéressant. Et notamment, ouais. pour plusieurs enfants, c'est aussi intéressant de voir comment on investit la relation différemment selon eux. J'avais dû voir passer l'étude, ou en tout cas, j'avais dû en entendre parler puisque ça me parle. Et c'est justement ça, moi, que je me suis dit et qui m'a aidé peut-être à décrocher sur le sujet et à relativiser. C'est
En fait, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Il y a des avantages à être enfant unique, en effet. Elle s'en rend pas compte, mais elle a énormément d'attention. Elle a toujours, entre guillemets, un parent qui est là, qui peut s'occuper d'elle. Et si elle était en fratrie, elle aurait plein d'autres avantages. C'est sûr, le lien fraternel, il est hyper cool aussi. Mm. Mais tu vois, je pense à un truc en te parlant, c'est que moi, en fait, j'ai presque connu à des moments d'être enfant unique parce qu'en fait, comme j'ai 10 ans de différence avec ma sœur, il y a eu un moment quand j'avais 8 ans, elle est partie de la maison. Mm. Donc moi, j'étais quand même toute seule à la maison, donc j'avais un peu cette place d'enfant unique. Et puis, j'ai dû connaître ça 2 3 ans avant que mon frère arrive. Donc tu vois, pendant 2 3 ans, j'ai été toute seule et j'ai pas de souvenir de l'avoir mal vécu. Alors après, quand mon frère est arrivé, j'étais hyper contente, c'était hyper cool. Mais ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'on ait fait le choix parce que mon mec, ils sont aussi trois dans leur famille. Donc on Mm. n'a pas reproduit, c'est vrai que parfois on reproduit le modèle qu'on a eu, nous pas du tout. Est-ce que tu disais que ton conjoint, il est franco-péruvien? Mhm. Est-ce que au Pérou, c'est pareil sur un peu les injonctions sociétales, on a plutôt l'image des grandes familles et tout, ou pas du tout? J'en sais rien. Ok. Très bien. Je sais pas, je dirais plutôt c'est plutôt, bah, c'est assez quand même catholique, donc je pense que quand même il y a plutôt voilà, plusieurs familles, etc. Après sa famille, en plus lui habite, enfin ses parents habitent aux États-Unis, donc tu vois, Ok, ouais, il est hyper ils sont mixé. comme lui, ils sont un mélange de cultures et du coup, puis lui, tu sais, il est très tranquille, très posé. Alors les injonctions, les machins, ils s'en foutent complètement. Ça lui glisse dessus. Voilà. Et puis c'est un homme, il en a moins aussi, hein, parce que quand des fois Ouais, je lui demande, mais toi, on te fait pas des remarques et tout, il me dit, bah non, pourquoi on m'en ferait? Ok, d'accord, on vit pas dans le même monde. c'est clair. Est-ce que le fait de d'être maman, t'as l'impression que ça change ta pratique de thérapeute? Alors, t'es devenue thérapeute après avoir eu ta fille, mais Hmm. est-ce que tu vois dans ton quotidien un peu que ça influence ta manière d'être thérapeute? Ah, c'est une bonne question. Bah, je pense que déjà, j'ai une connexion hyper plus rapide et plus profonde peut-être avec les personnes qui sont mamans ou qui ont envie de l'être, Ouais. parce que bah, je suis passée par là, je comprends de quoi elles parlent. Donc je pense que oui, sur l'accompagnement là-dessus, ça peut aider. Même si on n'est pas censé donner des conseils quand on est thérapeute, bah, j'ai aussi des choses que moi j'ai pu expérimenter ou en parler avec des copines et tout, et que des fois bah, on peut en discuter, tu vois, avec des patientes qui cherchent à justement avoir moins de charge mentale, retrouver du temps pour elles, etc. Bah, je m'inspire aussi parfois de choses en disant c'est pas forcément la solution, mais voilà un exemple, etc. Par contre, ça peut aussi parfois rendre certaines choses plus dures. Je sais que j'ai certaines patientes qui ont pu perdre des enfants. Et là, je sens que le sujet, c'est pas toujours facile pour moi. Tu vois, je sens qu'à l'intérieur, c'est pas facile parce que bah voilà, je fais du lien ou dans la séance ça peut aller, mais après quand je rentre à la maison, je sais quand j'ai eu des séances comme ça, je fais des énormes câlins à ma fille en mode je t'aime, j'ai trop de chance que tu sois là, etc. Il y a Ouais, cette sensibilité que peut-être si j'étais pas maman, ça serait un peu moins dur ces sujets-là. ouais, je comprends. Alors qu'il y a d'autres sujets ou qui sont durs, mais ça va, ça me passe. Enfin, c'est pas aussi, ça prend pas autant aux tripes, quoi. Hmm, ouais, ouais, c'est clair. Je sais qu'il y a pas mal de pratiques, j'allais dire de pratiques de thérapeute, mais enfin, c'est un mot large, mais où il y a de la supervision pour aller décharger un peu sur le truc. Tu fais ça aussi en... Ouais, je fais ça. Alors moi déjà, je suis suivie en thérapie solo tous les mois. Ok. Et c'est à la fois des trucs perso, à la fois des trucs pro. De toute façon, quand t'es à ton compte, quand t'accompagnes, c'est tellement mêlé que voilà. Elle me suit sur tous mes sujets, peu importe que. De toute façon, tout est entremêlé. Donc moi, tous les mois en thérapie et après, ouais, en supervision, mais en groupe. Ok. Alors là, moi, je suis sophrologue et thérapeute plus EMDR, donc avec un groupe de sophrologues. Ok. Je suis vue tous les 1 mois et demi, 2 mois, toute une journée et on fait de la supervision ensemble. Et pour moi, c'est essentiel de faire ça. Ouais, bah ouais, parce que comme tu dis, tu peux pas être insensible à tout ce qui se passe et... Ouais. Plus des petits trucs que moi je mets en place pour me protéger. Tu vois, j'ai un petit carnet. Après chaque journée ou séance, j'écris un peu comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai ressenti pour pas garder toutes ces émotions-là. Je fais beaucoup de sport. Enfin, j'ai vraiment mis une sorte d'hygiène de vie pour faire hyper attention à moi parce que Ouais, bah, c'est moi mon outil de travail, quoi. ouais, c'est clair. Est-ce que ta fille, elle comprend ce que tu fais comme job? Tu sais comment elle le décrirait? Alors, elle sait dire que je suis sophrologue. Ok. Elle dirait, je pense que c'est respirer. Moi, elle Euh, respire comme En travail. même temps, même les adultes, ils diraient ça souvent. Donc voilà. Que j'aide les dames, Ouais, c'est que je mignon. vois des dames. Elle dirait à peu près ça. Je sais pas si elle a encore compris que je faisais des trucs avec les enfants, même si mon premier atelier avec les tout petits, je l'ai testé sur elle. Ok, Ouais, je pense qu'elle dirait ça, un truc comme ça. c'est trop mignon.
Maman, elle respire avec les dames. Ouais, je crois que des fois, elle me dit, tu vas aider tes dames? Oui, ma chérie. C'est mignon. Trop chaud. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des mamans qui hésitent ou qui culpabilisent d'avoir un seul enfant? Et je mets un seul entre gros guillemets. Oui. Euh, Bon, déjà, je leur dirais, c'est normal de culpabiliser parce que les femmes, on culpabilise tout le temps pour tout. Et qu'il y a un super livre de Mona Chollet sur la culpabilisation et que je leur conseillerais de le lire. Euh, donc voilà, déjà de se dire, bon, bah voilà, tu culpabilises, on culpabilise très souvent, nous les femmes, c'est ok de culpabiliser, bienvenue à l'émotion. Et après, je leur dirais d'aller voir à l'intérieur d'elles ce que ça fait. Est-ce qu'elles sont encore en hésitation? Auquel cas, bah voilà, c'est peut-être pour ça qu'elles savent pas trop, etc. Parce que moi, je suis passée par là. Ou si elles sont sûres, vraiment sûres d'elles, bah en fait, de s'écouter elles. Et puis, bah évidemment, la personne avec qui elles partagent leur vie, parce que c'est quand même une décision que tu prends. Bah, soit t'es toute seule et ok, tu la prends toute seule, mais si t'es en couple à deux, mais que si pour elles, en fait, elles sont alignées, tu vois, avec cette idée-là, elles ont rien fait de mal en fait. C'est un choix, c'est leur choix. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui, il y a des multiples types de familles. Là, on a parlé que couple, on était un peu centré, comme moi je suis dans un couple hétérosexuel, sur couple hétérosexuel avec enfants, mais il y a des couples homosexuels, il y a maintenant des mamans solo, pourquoi pas des papas solo, des familles recomposées. Enfin, il y a tellement de types de familles, il n'y a plus un type justement, et qu'en fait, de toute façon, la société aura toujours un truc à dire. C'est Si clair. c'est pas ça, ce sera autre chose. Euh, Quand on est une femme, on est tout le temps commenté pour ce qu'on fait. On le voit bien quand on devient maman. Si on allait trop longtemps, ça va pas, il est trop vieux. Mais si on allait pas assez, c'est pas bien, on est une mauvaise mère. Si on prend un congé long, ouais, il faudrait quand même retourner bosser. Si on prend un congé court, oh bah quelle mauvaise mère, elle a laissé son enfant à 2 mois et demi. Enfin, de toute façon, les gens commenteront. Donc, je veux dire, l'important, c'est elles ce qu'elles sentent. Et si elles sont juste avec ça, on s'en fout des gens, quoi. Et si les gens leur font des remarques, en fait, on a le droit aussi de dire, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là, ou ça me dérange, ou si on parlait d'autre chose, quoi. Parce qu'en plus, nous, on va pas commenter. Enfin, tu vois, je dis nous. Non, je vais dire moi, mais je pense que c'est quand même beaucoup le cas pour des gens qui ont des enfants uniques, qui vont pas dire aux autres, mais pourquoi t'en as deux, ou pourquoi t'en as trois ou quatre, mais ça se fait pas, c'est trop, tu coûtes cher à la société. Enfin, on va pas du tout faire des choses comme ça. Donc, juste laissez-nous tranquilles, quoi. Donc, je leur dirais, ouais, essayer, parce que c'est pas toujours facile de s'en ficher de l'opinion des autres, et que si c'est vraiment c'est hyper dur, bah, peut-être qu'elles peuvent se faire un peu accompagner sur ça, quoi. Comment tu fais pour rester calme face, face à toutes les injonctions, etc., sur les femmes? Je sais pas si je reste tout le temps calme. Moi, je te dis, je suis bélier, hein. Euh, je ressens quand même très souvent de la colère. Tu vois, c'est la semaine dernière. J'ai fini une journée de cabinet où une petite de 15 ans m'a raconté en fin de séance un truc assez dur. Je me suis dit, et j'ai repris une phrase que j'avais vue, qui avait été postée par un homme. Mon travail me fait devenir misandre. Donc, misandre, pour ceux qui connaissent pas, c'est, voilà, ceux qui détestent les hommes, c'est le pendant de misogyne. Et des fois, je me dis, mais c'est dur, quoi. Donc, je suis quand même souvent en colère, vraiment souvent en colère. J'essaye de pas, quand je rentre à la maison, passer cette colère sur mon mec, parce que voilà, des fois, c'est lui qui est là, donc il faut que j'en parle à quelqu'un. J'ai des super copines aussi qui m'écoutent et je les remercie infiniment pour, des fois, entre guillemets, me débriefer. J'accueille, tu vois, j'accueille ma colère, j'essaie de faire retomber et de me dire, bah, on est dans une société patriarcale, donc même parce que c'est vrai que souvent ces commentaires-là, ils sont aussi de la part de femmes en plus. C'est pas forcément des hommes qui les font. Enfin, moi, ça a beaucoup plus été des femmes et de me dire, bah, c'est une société patriarcale. On a tous été modelés par cette société. On est plein à essayer de s'en défaire, à de vouloir la changer, mais on est plein aussi à avoir encore, même moi, plein de trucs à changer. Des fois, je discute, puis des fois, j'ai pas envie de discuter et j'essaie de changer de sujet, quoi. Mais la colère, je la ressens super souvent. C'est quoi les trucs tu vois, je reviens au tout début, on parlait justement de ce féminisme qui a été exacerbé en devenant mère et en plus mère d'une fille. C'est quoi, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ouais, que tu as découvert, entre guillemets, tu vois, des nouveaux pans du féminisme que tu as découvert en devenant mère? Je sais pas trop comment le... Tu Hmm. vois, là, le premier exemple, c'est un con, mais tu vois, sur, par exemple, les vêtements, moi, c'est toujours un truc qui m'a saoulée
avec mes filles enfants, tu vois, ça a été très fréquent que mes filles, on les habille au rayon garçon parce que bah, les mettre des robes à un bébé qui est en train de ramper, c'est juste Ouais. infernal, quoi. Et moi, ça, tu vois, je considère que c'est lié au féminisme parce qu'en fait, Ouais. l'égalité, les gars, c'est aussi de pouvoir bouger comme on veut, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu as un peu découvert? Je te rejoins sur ça, sur toute l'éducation genrée, non genrée. Ouais. Moi, quand elle était toute petite, limite par principe, je lui mettais jamais de rose, tu vois. C'était, Pareil. voilà. Et puis mon mec était là, Émilie, tu sais, si un jour elle te demande du rose, faudra peut-être un peu te décoincer. Et je commence à le faire. De toute façon, elle est rentrée à l'école, elle parle de la Reine des Neiges, elle veut être princesse, elle n'est pas trop trop. Donc je me suis un petit peu assouplie sur ce sujet-là. Mais ouais, le côté, et c'est un vrai cheval de bataille de les filles, on les éduque d'une certaine manière, les garçons, on les éduque d'une autre manière. Et du coup, bah, plus tard, je le vois tellement, les femmes qui ont beaucoup moins confiance en elles que enfin, plutôt d'estime que les hommes parce que toute l'éducation. Donc vraiment le côté genré, il y a quelque chose qui s'est exacerbé. Euh, Pas à l'accès aussi aux métiers. Enfin, tu vois, on est beaucoup plus prédisposé à des métiers de ce qu'on appelle les métiers du care, de prendre soin. Moi, j'ai envie qu'elle puisse faire juste un métier parce qu'elle a envie de le faire et pas parce qu'elle se sent obligée de prendre soin. Et si par contre elle a envie d'aller prendre soin et d'avoir un métier du soin, bon, ce sera génial parce que pour moi, c'est des métiers extraordinaires. Mais si elle veut faire, voilà, prof de maths, ingénieur, scientifique, ça sera aussi super génial. Euh, la place des mères aussi. Oui, tu vois, un sujet qui vient, que peut-être je pense qui n'était pas du tout dans mon radar avant, c'était les mères qui ensuite se séparent et toute la violence économique, tout ce qu'elles perdent quand elles se séparent. On veut dire, on a donné un congé mat, parfois des congés parentaux. Souvent, les femmes s'occupent plus des enfants, prennent plus de vacances, etc. Et donc mettent beaucoup plus leur carrière en pause. Et donc, t'avances moins. Le mec, lui, il est devenu père, c'est l'inverse. Il a des promotions, c'est comme ça dans les études. Et tu te dis, et le jour où tu te sépares, les femmes, elles perdent tout alors qu'elles ont tout donné, quoi. Donc moi, même moi, hein, pour moi-même, j'ai fait tout un cheminement. On a revu des trucs. J'ai la chance d'avoir un super conseiller. C'est mon meilleur pote. Enfin, c'est un de mes meilleurs potes qui est conseiller en patrimoine, assurance, etc. et qui est féministe. Donc c'est hyper cool. Il y en a, c'est possible, et qui nous a vraiment conseillé là-dessus pour me dire, mais en fait, bah bien sûr, j'espère rester toute la vie avec mon mec. Je suis hyper bien avec lui, mais en vrai, tu peux jamais savoir. Et bah, j'ai pas envie que le jour où on se sépare, moi, je sois dans un pauvre studio avec 100 revenus parce qu'en fait, j'ai tout donné pour elle, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, tout ce côté-là, je pense que ouais, je m'en rendais pas trop compte avant. Ouais, la mauvaise répartition. La répartition des tâches, je pense que j'en avais entendu parler, mais par contre, la répartition économique et Mm. tout ce que ça peut engendrer, beaucoup moins. C'est vraiment le fait de devenir mère, quoi. Mm. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et pas lié à ton rôle de mère. Ce week-end. Ah, Ce week-end, donc le week-end dernier, j'ai jeûné 3 jours. ah ouais, c'est vrai. J'avais jamais, ouais, j'avais fait il y a 15 ans, premier jour et dernier jour du Ramadan parce que j'étais au Pakistan, mais le soir je remangeais, donc c'était pas un jeûne très long. Et là, j'ai un de mes meilleurs amis qui fait des jeûnes chaque année, qui m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Ça m'a toujours donné envie, mais je flippais, mais de ouf. Parce que moi, la sensation de faim, c'est un peu compliqué. Et bah, voilà, je suis partie dans ce week-end-là, j'ai jeûné 3 jours. J'aurais pu continuer. Ok. Et ça a été facile. Je m'attendais à en chier, que ça soit hyper dur, vraiment, ou en tout cas à vivre des moments quand même. Et en fait, alors bien sûr, j'ai eu un petit moment le dimanche matin où je me suis pas sentie hyper bien, mais tu vois, de me dire, mais j'ai fait ça, mon corps a fait ça, et pourtant je sais que mon corps est incroyable, mais là, ça me l'a remontré, et c'était trop bien. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce week-end? Au-delà de la fierté. Alors déjà, on était qu'entre meufs. Je Hmm. ne le savais pas, et j'espérais, au fond de moi, j'avoue. Et sororité, mais plus, là, tu vois, c'était déjà, je pense que c'est con à dire, parce que c'est tellement dommage, mais t'es qu'entre meufs, enfin, moi, je suis qu'entre meufs, je me sens en sécurité. Et Ouais. voilà. Donc, déjà, il y a ça, je suis dans un lieu, c'était un chouette lieu, je suis qu'entre meufs, déjà, boum, c'est bon, la sécurité, elle est là. Et ça se voyait tout le long du week-end, on était toutes aux petits soins les unes pour les autres, ça va, t'as bien dormi, tu te sens bien, tu te sens pas bien, ok, est-ce que tu veux une tisane? Enfin, vraiment, ce côté cocon, enveloppant, et je me suis dit, mais je le sais que la sororité, c'est génial, mais le revivre en plus, là, on était un groupe, on est en tout avec les deux accompagnantes, on était 13, donc un assez, entre guillemets, gros groupe. C'était hyper cool à vivre.
à voir que on était toutes super différentes, on avait toutes des histoires super différentes. Certains étaient mères, d'autres non. Certaines venaient de Suisse, donc il y avait aussi entre guillemets un petit peu d'interculturel. Et ça s'est passé mais d'une fluidité de dingue, quoi. C'était trop cool. Trop bien. C'est fou ces espaces entre femmes à chaque fois que, enfin moi c'est pareil, hein, à chaque fois que j'en vis, je me dis mais c'est tellement cool. Ouais. Faudrait plus souvent. Ça amène vraiment de la joie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pur, de joyeux, de serein, qui fait trop du bien, quoi. Complètement. Un peu comme s'il n'y a pas de zéro masque, tu vois, genre c'est Ouais, Mm. ouais, tout à fait. On parle des émotions, on peut se livrer, ou on peut aussi. Il y a eu des moments où on était chacun dans son coin, toute seule, et ça nous allait très bien. Et il n'y avait aucune injonction à devoir faire des choses, ou évidemment aucune compétition. Personne n'a craqué, mais si quelqu'un aurait craqué, on l'aurait juste réconforté, Ouais. etc. Enfin, vraiment. Et tu vois, moi, je m'étais même dit, non, je continue le jeûne, je refais peut-être un jour 4, un jour 5, parce que je me sentais hyper bien, et que plus c'est long, plus normalement il y a des bienfaits. Et en fait, à la fin du week-end, elle nous a proposé de rompre le jeûne ensemble, parce que là, il y en a quand même qui reprenaient la route, etc. Donc, elle a la responsabilité. Et je me suis dit, non, j'ai envie de le faire avec elle, en fait. De rompre le truc avec elle. On était toutes ensemble et on mangeait notre morceau de compote et on disait, waouh, c'est tellement bon, ce petit morceau. C'était vraiment, c'était hyper puissant. Sans parler, voilà, justement de l'aspect jeune, ce côté sororité entre femmes, c'était Mm. hyper puissant. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ton partage. Merci à toi d'avoir saisi l'opportunité de parler de ce sujet, parce que c'est bien de parler de tous les sujets, sans enfant, un enfant, etc., Exactement. etc. Donc, Merci pour ton partage. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.